Merci Béatrice, j'espère que vous m'entendez bien. Déjà, je voudrais remercier Bertrand de Gauss, Béatrice Garçon, David Gasque et les organisateurs de ces deux belles journées de colloque sur le mouvement dans tous ses états, ainsi que les membres de la Fondation Garches. Le thème qui m'a été proposé de vous traiter en une petite vingtaine de minutes et dis-moi comment tu trembles. Alors, on pourrait dire que c'est un peu la question qu'on pose aux patients qui viennent nous voir pour ça, justement. Et on pourrait dire aussi tremblement dans tous ses états. Alors, je vais donc vous parler du tremblement. D'abord, sa définition. Donc, c'est une activité rythmique involontaire qui va entraîner une oscillation régulière autour d'un point d'équilibre, hein, si on peut représenter ici, par exemple, l'articulation du poignet, le point d'équilibre, enfin la stabilité sur la ligne horizontale, et puis c'est cette oscillation qui donne ce déplacement quasi sinusoïdal. Et là, voilà, donc je pense que vous reconnaissez tous ce mouvement oscillatoire du pouce et de l'index. Donc ça, c'est vraiment le tremblement parkinsonien tout à fait caractéristique. Qui illustre très bien la définition du tremblement. Alors, les principales causes de tremblement, souvent on pense que c'est le tremblement parkinsonien, le tremblement le plus fréquent, mais en fait, c'est le tremblement essentiel, qui est la cause de tremblement la plus fréquente. Le tremblement parkinsonien arrive après, suivi par le tremblement physiologique exagéré, hein, qu'on a tous ressenti quand on a une grosse frayeur, ou qu'on a une hypoglycémie, par exemple. Et puis, les tremblements médicamenteux ou toxiques. Et puis après, il y a des tremblements moins fréquents. Quand le cervelet est malade, le tremblement cérébelleux, quand on a une lésion dans le tronc cérébral sur certaines voies, le tremblement mésencéphalique, et une forme très particulière de tremblement qui est le tremblement orthostatique, les tremblements liés aux neuropathies, le tremblement fonctionnel et dystonique. Donc ça, c'est en gros les causes les plus fréquentes. Mais on peut aussi aborder la question selon comment on analyse le tremblement. C'est le syndrome tremblement, en fait. Et là, eh bien, il y a cette classification de Bhatia et collaborateurs qui a été proposée en 2018, qui permet de bien s'orienter dans les syndromes de tremblement, où on voit qu'on va considérer d'abord les tremblements de repos ou d'action, mais qui sont isolés, les tremblements tout à fait focaux, qui sont des cas très particuliers et plutôt rares, les tremblements qui sont spécifiques de position et de tâche, et là on va rentrer dans quelque chose qui se rapproche de la maladie dystonique, les tremblements orthostatiques. Et puis après, vous avez les tremblements qui sont non plus isolés, mais associés à des signes neurologiques qui vont permettre de les faire entrer dans une catégorie de maladie particulière, comme tous les tremblements associés au syndrome parkinsonien ou le tremblement dystonique, par exemple. Et puis après, les tremblements fonctionnels. Alors, on ne va pas décrire chacune de ces syndromes, mais je vais vous montrer en quelque sorte comment on s'oriente et quels sont les grands tableaux de tremblement avec une approche aussi un peu électrophysiologique. Donc le point important, c'est de déterminer le mode d'activation. On va dire si on a fait un tremblement de repos qui survient au relâchement musculaire complet et qui disparaît lors de la contraction, ou bien un tremblement d'attitude qui au contraire va survenir dans un maintien d'attitude mais qui va disparaître complètement quand le patient se relâche, et puis les tremblements d'action, attention, qui peuvent être présents dans le maintien d'attitude, mais qui surtout vont augmenter lors du mouvement volontaire, et d'autant plus que ce mouvement va nécessiter un effort de visée et de précision. Alors pourquoi c'est important de faire ça? C'est que déjà à partir de cette analyse, on va pouvoir s'orienter sur les
type de tremblement, puisque vous voyez que le tremblement, à partir du moment où on a une composante de repos, on va partir vers une forte hypothèse de tremblement parkinsonien. À l'autre extrême du spectre, ici, vous avez les tremblements où il y a une composante intentionnelle importante. Et là, ça nous fait penser que le cervelet, probablement, est impliqué, ou bien les voies, certaines voies du tronc cérébral. Et puis, dans les tremblements d'attitude, on va mettre les tremblements essentiels, les tremblements physiologiques exagérés, et puis ça peut être une part des autres présentations. On va raisonner aussi sur la fréquence du tremblement, et c'est là qu'on va sortir nos petites électrodes et notre appareil d'électromyographie pour enregistrer le tremblement et mesurer, en fait, et capter le mouvement avec un accéléromètre et mesurer l'activité rythmique qu'il y a dans les muscles qui est à l'origine de ce mouvement. Et ça permet de mesurer sa fréquence à l'œil très facilement. En une seconde, on compte combien il y a de bouffées. Puis après, on peut faire une analyse du signal pour extraire à partir du tremblement ici, qui est de l'activité EMG en fonction du temps, un spectre de puissance qui vous donne une composante fréquentielle de cette activité rythmique. Et après, on va intégrer l'ensemble et on va associer l'analyse fréquentielle et les circonstances dans lesquelles le tremblement survient. Sans décrire tout ce qu'il y a sur cette image, vous voyez donc sur la droite le mode d'activation, ici au milieu les gammes de fréquences, lentes, moyennes, et puis rapide, et puis en fonction des différentes causes. Et on a l'œil attiré par cette entité-là, qui est le tremblement orthostatique, avec une fréquence très élevée autour de 14-18 Hz, qui est caractéristique. Et à l'autre extrême du spectre, les fréquences très lentes, autour de 3 Hz, qui, elles, nous emmènent aussi vers plutôt des pathologies qui font intervenir les voies cérébelleuses. Et puis vous voyez qu'au milieu, finalement, les fréquences médianes ne sont pas très spécifiques. Alors, le tremblement, comment est-il produit? Quand les patients arrivent, souvent ils croient que c'est leurs muscles qui sont malades, enfin que c'est quelque chose qui se passe au niveau juste des nerfs et des muscles. En fait, c'est une pathologie majoritairement, enfin du système nerveux et très souvent du système nerveux central. Et en fait, il y a 4 grands facteurs basiques dans le mécanisme: une oscillation mécanique, une implication de boucle réflexe, un oscillateur central qui lui va être en intracérébral, et puis la dysfonction des systèmes de contrôle central de l'exécution motrice, donc c'est la dysfonction cérébelleuse pour dire les choses plus simplement. Donc ce schéma il est très intéressant parce qu'il résume tout ça. En fait, vous avez ici l'articulation avec le muscle, la boucle périphérique et ici l'oscillateur central. Donc c'est cette oscillation mécanique ici, ensuite cette boucle qui peut rentrer en résonance, et puis l'oscillateur central qui est une structure cérébrale, soit un groupe, un noyau, soit un réseau de neurones qui va être capable d'imposer une fréquence donnée sur les alpha-motoneurones pour produire l'activité oscillatoire. Alors, l'oscillation mécanique, l'idée, c'est si vous prenez un pendule qui a avec un fil qui a une certaine longueur et une masse, et que vous donnez, il est immobile, vous donnez une petite impulsion mécanique, mais il va se mettre à osciller à une fréquence qui dépend de son poids, de la longueur du câble, etc. Donc pour l'articulation, ça va être la même chose avec une loi mathématique qui relie la fréquence intrinsèque de résonance mécanique d'une articulation au tonus musculaire et puis à l'inertie, donc le poids qui est exercé sur l'articulation, et on voit que plus on remonte de la distalité vers l'épaule, et plus cette fréquence intrinsèque va ralentir. La boucle périphérique, la boucle réflexe, en fait, qui est représentée là, c'est la boucle du réflexe myotatique qui est constituée des fibres afférentes 1A qui viennent du fuseau neuromusculaire, qui donnent les informations proprioceptives, qui sont connectées à l'alpha-motoneurone, avec donc un circuit à capacité oscillatoire. Et puis, donc dans ce cadre-là, on va trouver, par exemple, le tremblement physiologique exagéré, qui est un tremblement lié à la mise en oscillation de cette boucle réflexe par hyperactivité bêta-adrénergique dans un certain nombre de situations
souvent hormonale, hypoglycémie ou bien pharmaco-induite avec des bronchodilatateurs, bêta-2 stimulants par exemple. Ça donne un tremblement fin, postural des deux membres supérieurs de fréquence 8 à 12 Hz. On voit que c'est égal à la fréquence. Ça correspond à la fréquence de résonance mécanique du poignet. Alors, à partir de là, devant un tremblement, on va se dire, mais est-ce que je suis, si j'ai un tremblement d'attitude comme ça, par exemple, est-ce que je suis face à un tremblement avec de mécanismes de ce type-là, ou bien est-ce qu'il y a un oscillateur central qui est mis en jeu? Et donc, pour le démasquer, pour tester ça, on va changer les paramètres d'inertie de l'articulation en rajoutant un... Pardon, j'ai fait une fausse maintenant. On va rajouter un poids sur la main et on va comparer la fréquence du tremblement quand la main est libre comme ça et quand on rajoute un poids. Et donc c'est ce qu'on voit ici dans le tremblement physiologique exagéré. Si vous rajoutez un poids, vous voyez qu'il y a un glissement de la fréquence du tremblement. Par contre, dans un tremblement essentiel, qui est une pathologie à oscillateur central, vous n'aurez pas d'effet puisque l'oscillateur central continue à imposer sa fréquence centrale, que vous rajoutiez un poids ou non. Donc ça, c'est un test qu'on peut être amené à faire en routine. Alors l'oscillateur central maintenant, quels sont les grands types de tremblement oscillateur central? Eh bien, il y a le tremblement essentiel, le tremblement parkinsonien, tremblement orthostatique, c'est je dirais les trois types emblématiques dont on va parler maintenant. Dans le tremblement essentiel, c'est la cause la plus fréquente de tremblement, puisqu'il touche 300 000 patients en France, qui survient soit un pic assez jeune autour de l'adolescence, adulte jeune, ou au contraire une forme plus tardive après l'âge de 60 ans. Et on va le reconnaître devant un tremblement postural et d'action qui est bilatéral, qui va toucher préférentiellement les mains, mais aussi le cou, la voix et plus rarement d'autres territoires, et qui va évoluer de manière très lentement progressive et rester isolé, sans autre signe neurologique, avec très souvent, dans la moitié des cas, une histoire familiale et une sensibilité à l'alcool, avec un effet d'atténuation très marquée du tremblement sous la prise d'une boisson alcoolisée qui va durer quelques heures et disparaître quand l'effet de l'alcool se dissipe. Donc là, j'ai essayé de vous montrer rapidement. Voilà, donc là, vous voyez ce tremblement d'attitude. Et puis, lorsque on fait les épreuves de pointage, il n'y a pas forcément de grande majoration du tremblement et le retentissement fonctionnel ici sur la spirale. Voilà. Et on voit que donc il est bien bilatéral, ce qui est un élément important pour l'analyse. Alors si on fait un enregistrement, par exemple ici pendant le mouvement, on va voir les bouffées, là c'est l'extension, la flexion, puis je repars vers l'extension du poignet, c'est la position dans laquelle on analyse le patient. On voit l'oscillation qui peut varier d'intensité en fonction de l'angle dans lequel se trouve l'articulation et puis les bouffées qui surviennent sur de la contraction. Alors l'oscillateur central du tremblement essentiel, il y a de nombreux travaux qui ont été faits maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années et donc on a pu mettre en évidence que l'oscillateur central du tremblement essentiel est constitué majoritairement de la boucle d'une voie cérébello, du cervelet, avec un relais thalamique et vers le cortex moteur, qui est représenté ici avec les chaînes de neurones concernés, donc la cellule de Purkinje du cortex cérébelleux, qui se projette sur les noyaux profonds du cervelet, ensuite sur le thalamus, puis vers le cortex, avec probablement des impulsions rythmiques aussi qui peuvent provenir d'un noyau un peu plus profond, enfin qui est dans le tronc cérébral, qui est le noyau de l'olive inférieure et qui a une capacité à des neurones à rythmer.
Donc ces impulsions rythmiques vont être transmises au cortex moteur et puis ensuite via la voie pyramidale aux muscles pour produire le tremblement. Donc au passage, vous voyez ici, là où on peut enregistrer des rythmes, mais dans l'olive inférieure, dans le thalamus, évidemment dans le muscle. Et ici, c'est la cible, cette structure de... Alors, ce n'est pas le ventral latéral, c'est le VIM, mais c'est la cible de la stimulation cérébrale profonde. Voilà en quelques mots très résumés le tremblement essentiel. Maintenant, on va dire un petit mot du tremblement de la parkinsonien, la maladie de Parkinson idiopathique qui va donc survenir après, le plus souvent à l'âge de 50 ans, et qui se caractérise là par un tremblement de repos. Donc c'est au premier plan un tremblement de repos, et puis une localisation qui est très différente de celle du tremblement essentiel, puisque ça va être un début par un membre, et puis une évolution plutôt hémicorporelle, même si ça peut diffuser un peu après l'autre côté. Une fréquence en moyenne, le tremblement de repos parkinsonien, de la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, typiquement c'est 4 à 7 Hz, et surtout, il va y avoir des signes d'accompagnement, d'autres signes neurologiques de la triade parkinsonienne, akinésie et rigidité, l'ensemble lié à la dégénérescence des neurones dopaminergiques qui sont dans la substance noire compacte. On voit ici une coupe anatomique d'un cerveau de patient parkinsonien au niveau du mésencéphale avec une déperdition dopaminergique. Voilà, c'est une illustration un peu caricaturale, mais qui fixe bien les idées. Et donc, si on enregistre les patients, on va avoir un tremblement très régulier, avec des bouffées qui arrivent vraiment sur des intervalles de silence, et qui vont présenter cette modulation en fuseau. Vous voyez ici, ça a toujours la même fréquence, mais ça peut varier d'amplitude et s'altérer. Et surtout, quand on demande aux patients d'étendre le poignet, on voit le tremblement qui s'arrête. Alors, un de nos collègues des Pays-Bas, Rick Elmich, a beaucoup travaillé pour essayer d'expliquer quel était le générateur du tremblement parkinsonien, parce qu'on connaît très bien le mécanisme de l'akinésie dans la maladie de Parkinson, mais c'était pas évident de comprendre pourquoi, quand on a cette déperdition, cette perte dopaminergique, on va arriver à produire des rythmes dans un réseau aussi. Et il se trouve que finalement, là, il n'y a pas que les voies dopaminergiques qui sont impliquées, que la voie dopaminergique substance noire, mais aussi une autre aire rétrorubrale, serait impliquée surtout pour déclencher, pourquoi le tremblement tout d'un coup il commence, donc déclencher l'impulsion pour le tremblement, mais qu'après, il serait amplifié et produit dans la voie cérébello-thalamo-corticale, finalement, comme le tremblement essentiel, mais avec un mode de déclenchement complètement différent. Alors, on dit le tremblement parkinsonien, mais en fait, est-ce qu'il y a le ou les tremblements parkinsoniens, parce que en réalité, en plus de ce tremblement de repos très classique, qui est sensible à la restauration dopaminergique, on peut observer aussi un tremblement dans le maintien de la posture, et notamment ce qu'on appelle le tremblement réémergent. Donc le patient tremble au repos, vous lui demandez de tendre sa main, le tremblement s'arrête, et puis si vous laissez quelques secondes, mais parfois même une minute ou un peu plus longtemps, il va réapparaître exactement à la même fréquence. Donc c'est pas vraiment un tremblement postural, c'est ce qu'on appelle un tremblement réémergent. Mais il y a aussi des tremblements purement posturaux qu'on a décrits à des fréquences un peu plus rapides et des tremblements cinétiques qui, eux, finalement, vont un petit peu moins bien répondre à la restauration dopaminergique. Et enfin, une forme un peu particulière qui est le tremblement en orthostatisme, qui est donc des patients parkinsoniens qui vont trembler d'un membre inférieur, par exemple, quand ils sont en position debout. Et on peut, quand on les enregistre, on trouve la même fréquence qu'un tremblement parkinsonien classique, et non pas du 14-18 Hz, du tremblement orthostatique particulier dont je vais parler après. Et on peut estimer que c'est l'équivalent d'un tremblement réémergent de la jambe, mais en station debout. Vous voyez ici, on enregistre un moment de repos. Là, il est assis, on lui demande de se lever, il ne se passe rien pendant 10 secondes, et puis hop, le tremblement réapparaît. Voilà, donc je sais pas, on a commencé un tout petit peu après ou pas?
À peine. Donc, alors je vais plutôt peut-être passer sur cette partie-là pour vous parler du tremblement orthostatique, qui est une entité qui est considérée rare, mais qui, je pense, est méconnue. C'est des patients qui vont se plaindre quelques secondes à quelques minutes après le passage en station debout, d'une instabilité surtout, et parfois de trembler des jambes, avec une sensation de tension musculaire qui va les obliger à s'asseoir ou à prendre un appui et qui va être complètement soulagé par la marche. Donc quelqu'un qui ne peut pas rester debout, immobile, mais qui va marcher tout à fait normalement, ce qui paraît complètement paradoxal quand on ne connaît pas cette maladie. Quand on va l'examiner, on ne va rien voir en fait en station debout, on voit quasiment rien. On peut sentir un petit frémissement, des muscles durs et tendus, et une marche et un examen neurologique strictement normaux. Et donc, si on met les électrodes sur les muscles et qu'on met le son, on va entendre le bruit d'un hélicoptère en station debout avec donc une activité rythmique ici, 14 à 18 Hz très typique, hyper régulière, des bouffées très brèves, très synchrones. Et quand le patient marche sur place, et là il est complètement soulagé, on va voir une suspension de l'activité dans le membre des charges de manière alternative. Et il n'y aura absolument rien au repos. Donc ça c'est la signature électrophysiologique du tremblement orthostatique. Et si on fait l'analyse spectrale, on verra... alors, je pense que là, j'ai une diapositive, une image qui s'est déplacée. C'est une histoire de version de PowerPoint, je suis désolée. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ça en dessous. C'est l'analyse spectrale, vous donne 15,8 Hz. Si vous faites l'autre quadriceps, vous aurez exactement la même chose. Et il y a une cohérence parfaite entre les deux côtés de ces deux activités rythmiques avec un oscillateur central qui est probablement dans le tronc cérébral. Voilà, donc ça, je vous montrerai bien aussi une vidéo. Donc, vous voyez ici une dame on est en train d'enregistrer son tremblement. Et donc, on voit qu'au repos, on voyait déjà un peu d'activité un peu irrégulière, un peu comme s'il y avait des secousses. Quand on lui demande d'étendre la main, c'est irrégulier. On voit de temps en temps ça s'arrête, etc. Et ça persiste un petit peu dans le mouvement. Vous voyez au repos les petites bouffées contractions qui réapparaissent et un tremblement à nouveau très irrégulier, bilatéral. Donc c'est pas forcément évident sur la clinique d'être absolument certain. On a quelques indices et je pense on enregistre tous ces muscles-là et on va voir sur l'écran une activité, vous voyez, très irrégulière avec même quelques myoclonies dedans qui nous signent le fait que c'est pas un tremblement parkinsonien, c'est pas un tremblement essentiel. C'est un tremblement dystonique avec en plus quelques petits éléments cliniques de dystonie de la main que vous voyez ici sur la main gauche qui tourne vers l'intérieur. Alors l'élément de dystonie aussi dans des formes aussi particulières, on peut avoir un tremblement très régulier, mais vous avez ici un exemple avec l'enregistrement des muscles sternocléidomastoïdiens et splénius de chaque côté, droite-gauche, vous voyez que la patiente est assise en train de regarder dans l'axe et on voit que le tremblement il est juste dans le couple rotateur droit. Et quand on tourne la tête, en tournant la tête à droite, il y a un tremblement, en tournant la tête à gauche, il n'y en a pas. Donc ça nous dit aussi, c'est pas un tremblement essentiel qui touche le chef, mais que c'est bien un tremblement dystonique. Et là, c'est intéressant parce qu'on va aller cibler le traitement avec des injections de toxines botuliques dans le muscle concerné. Voilà. Et là, je voulais vous illustrer les formes particulières de tremblement pur de l'écriture. Après, j'aurai bientôt terminé. Vous avez donc un patient qui va trembler uniquement en écrivant et qui n'a absolument rien dans les autres gestes, dans les autres postures. Et donc, on a déjà cette intuition à l'examen clinique. Et en fait, l'enregistrement va nous aider aussi à démontrer que dans le maintien postural qu'on a ici, ça ne tremble pas, c'est homogène, régulier. Ici, dans les mouvements de flexion-extension, on n'a toujours pas de tremblement. Quand on commence à dessiner la spirale, on voit un petit peu des choses qui apparaissent, mais il n'y a toujours pas de tremblement ou à peine enregistrable. Et plus on va aller dans la complexité, donc plus proche de l'épreuve graphique, et puis on va voir le tremblement émerger, qu'on retrouve sur le dessin de frise et sur l'écriture ici.
Et donc, voilà, après, il y a une discussion sur cette entité. Est-ce que c'est du tremblement? Est-ce que ça s'apparente à une forme particulière de dystonie? La discussion est ouverte. Je pense que dans la classification, ils le mettent vraiment à part. Voilà. Et si mon temps est atteint, ou si j'ai juste deux, trois petites diapositives pour illustrer juste ce qu'on peut apporter, nous, sur le tremblement fonctionnel. D'accord. Oui. Donc je pense qu'il y a un exposé après sur, c'est dans la tête, j'imagine que Béatrice, tu vas nous parler peut-être de ça. Oui, donc j'ai chanté un peu tout l'aspect clinique pour dire que nous, on va chercher à mettre en évidence des signes spécifiques positifs qui nous permettent de renforcer, d'apporter des arguments forts de diagnostic pour le tremblement fonctionnel, c'est de mettre en évidence une variabilité de fréquence. Toutes les pathologies que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, sauf la dystonie où il peut y avoir des fréquences très multiples, ont une fréquence stable. Quoi que vous fassiez, ça ne bouge pas beaucoup, en tout cas pas plus d'1,5 à 2 Hz d'un moment à l'autre dans une même position. Dans le tremblement fonctionnel, ça peut changer d'un instant à l'autre. Si ça ne se voit pas spontanément, on va faire des tests pour essayer de jouer avec le tremblement du patient, de le modifier en fait avec certaines manœuvres en lui faisant faire battre la mesure de l'autre côté et voir si la fréquence peut être entraînée. Et puis les choses classiques comme l'interruption par les manœuvres de distraction. Voilà un exemple d'entraînement de fréquence. Un patient qui tremble de la main droite, il ne fait rien de l'autre côté, on met le métronome en route, on lui demande de battre la mesure en suivant bien le rythme. Vous voyez, la fréquence de son tremblement va glisser, pourra même d'ailleurs en deuxième partie d'examen rester plus lente. Et puis ça, c'est un autre test qu'on fait faire, test balistique. Le patient tremble avec sa main. On lui demande d'aller pointer avec l'autre très rapidement sur une cible. Parce que d'ailleurs, moi, je n'arrive pas à continuer à mimer le tremblement à gauche et à faire ça. Je m'arrête toujours. Et donc, ce test est intéressant pour mettre en œuvre la distractibilité du tremblement. Vous voyez, à chaque fois, pendant le geste contralatéral, il s'arrête ici et là. Puis après, il échappe un petit peu. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, il y a cette excellente revue sur la manière dont on aborde la question du tremblement, à la fois du plan clinique et électrophysiologique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Alors, comme on n'est pas en avance, est-ce qu'il y a une petite question ou pas? Il n'y en a pas. Ouais, j'en avais une toute petite, mais très spécifique du coup sur le tremblement fonctionnel. Est-ce que tu as remarqué, Emmanuel, que quand on enregistre des musiciens, il est plus difficile de mettre en évidence un effet d'entraînement ou pas spécialement? C'est une petite question dont on pourra discuter ultérieurement. Oui. Bah après, ça c'est effectivement une question que je me suis déjà posée. Je me suis dit, si on est avec un patient qui est batteur professionnel ou qui voilà, ou un pianiste ou qui a appris à dissocier, enfin voilà, à mettre en jeu des réseaux spécifiques très complexes pour chaque geste des deux mains, on peut se demander si en effet il serait pas plus capable. Mais en fait, j'ai pas l'expérience de tremblement fonctionnel chez des musiciens. On en reparlera parce que j'ai quelques si patients. tu veux, on peut. Mais peut-être que ça sera plus difficile à mettre en évidence, en effet. Eh bien, merci beaucoup.